Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Pulsation consacré à l'un des sujets les plus concernants pour nous tous, le vieillissement. À Genève en 2030, le nombre de femmes et d'hommes âgés de 65 à 79 ans aura augmenté de 30% et celui des plus de 80 ans de 80%. Si l'âge compte bien sûr, c'est l'approche de la vieillesse qui semble déterminante pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre définition de l'âge avancé. Depuis que je suis tombée, depuis qu'ils m'ont emmené en ambulance, je me suis sentie âgée. Je me suis sentie peut-être un peu vieux, avant pas. Moi, je me suis sentie âgée quand j'ai perdu les forces, quand j'ai eu cette maladie de l'anémie. Alors là, j'ai baissé. Je la vois mal, la vieillesse, parce que justement, c'est comme quand vous avez une vieille voiture, il y a toujours quelque chose qui pète. Quand je me vois dans un miroir, je vois que j'ai un certain âge, mais en me regardant à l'intérieur, je me trouve, figurez-vous, plus jeune encore qu'avant. Alors on est vieux quand on n'a plus de projet. Plus de projet de vie, plus de projet de fin de vie. Là, on devient très vieux. Quand on parlait de gériatrie, avant, on mettait la barre à 65 ans. Aujourd'hui, on l'a d'abord mise à 70, 75 ans. Et puis ensuite, on l'a définie plutôt en termes de limitation fonctionnelle et de l'apparition éventuelle de troubles cognitifs. Certains d'entre nous ont la chance de vieillir jusqu'à un âge avancé en très bonne santé. Et puis d'autres, au contraire, ont une atteinte assez précoce à leur état de santé et seraient donc âgés, selon la définition commune, un petit peu plus tôt que les autres. Le vieillissement de la population est pour tous les acteurs de la santé un défi majeur. Une récente étude allemande a montré que les maladies chroniques vont fortement progresser jusqu'en 2050, tout comme les dégénérescences maculaires, les maladies démentielles et les fractures de hanches, qui devraient augmenter de 25 à 75%. S'ajoutent à cette liste les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et les pneumonies qui devraient doubler et même tripler dans certains cas. Finalement, on prend de plus en plus en charge les patients âgés comme les patients plus jeunes. Encore une fois, ça dépend beaucoup de leur état général de santé. Si vous prenez une maladie extrêmement fréquente comme l'insuffisance cardiaque, par exemple, on ne va pas soigner quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque à 80 ans différemment de quelqu'un qui aurait la même maladie 20 ans plus tôt s'il n'a pas d'autres maladies actives qui contre-indiqueraient l'emploi de certains médicaments ou d'autres difficultés qui obligeraient à adapter le traitement. Donc finalement, pour une personne âgée qui a une maladie et pas une série de maladies, la prise en charge sera finalement la même que celle d'une personne plus jeune. Alors l'hôpital, dans la prise en charge des personnes âgées, doit prendre en charge la pathologie pour laquelle le patient est adressé à l'hôpital, de répondre au mieux à la demande du médecin ou de la famille ou du patient qui vient à l'hôpital pour un problème précis, mais il ne doit pas garder trop longtemps ce patient à l'hôpital pour éviter que ce dernier perde trop d'autonomie. Car le but de ce séjour, c'est transitoire et le but, c'est de retourner cette personne à domicile dans les meilleures conditions possibles. Avant toute prise en charge, les équipes médicales se doivent de réaliser une évaluation gériatrique. De ce bilan dépend la suite du parcours de soins de chaque patient. Plusieurs acteurs sont concernés par cette évaluation initiale qui doit déterminer l'état de santé du patient au niveau physiologique comme au niveau psychologique. Alors notre rôle d'orientation des patients à travers la gériatrie liaison, c'est d'essayer, en fonction des pathologies que présentent les patients et en fonction des missions des différents services dans lesquels on peut orienter ces patients, eh bien, d'essayer d'orienter ces patients dans le service le plus adéquat en fonction de leur pathologie. La prise en charge des personnes âgées est complexe. Dans les services de gériatrie, les patients présentent en moyenne plus de 4 pathologies simultanées. Certains patients requièrent des compétences à la fois dans les domaines gériatriques mais aussi psychiatriques. Pour ces patients, les UX sont dotés de structures adaptées. Comme vous le savez, les personnes âgées présentent de multiples comorbidités, à la fois somatiques et psychiatriques, et ne sont pas forcément adaptées aux structures hospitalières traditionnelles. Nous avons donc dû adapter les structures et former le personnel pour pouvoir offrir une prise en charge adaptée à ce type de patients. Et en particulier, nous avons créé 3 structures. La première s'appelle Somadem. Elle permet d'offrir à des patients qui ont une maladie d'Alzheimer avancée, par exemple, et une décompensation somatique aiguë, une pneumonie, une décompensation cardiaque, des soins somatiques, mais en même temps de pouvoir prendre en charge toutes les difficultés liées
aux complications psychiatriques de leur démence, comme par exemple aller se promener dans les lits du voisin, arracher les perfusions, réorganiser les médicaments chez les infirmières, arroser les plantes artificielles, etc. Nous avons aussi une unité qui permet de prendre en charge des personnes qui ont des comorbidités psychiatriques à type de dépression, de troubles de la personnalité et qui nécessitent un traitement psychiatrique en même temps que leur traitement somatique. C'est notre unité de gériatrie intégrée médico-psychiatrique. Et puis nous avons créé récemment au niveau de la psychiatrie une unité pour les personnes qui présentent des décompensations aiguës psychiatriques, qui ont besoin de soins en milieu psychiatrique, mais qui viennent avec leur comorbidité somatique, qui souvent décompensent à cette occasion, qui ont besoin de soins, et nous pouvons offrir sur ce site à la fois la prise en charge psychiatrique et la prise en charge somatique. Ceci nous permet d'éviter des transferts itératifs, d'éviter des durées de séjour trop longues, et d'éviter aussi toutes les problématiques liées au transfert. Ça nous permet d'offrir des soins de qualité pour ce type de population. Pour chaque patient âgé, l'hospitalisation est un traumatisme. Pour son entourage, quand il existe, c'est aussi une étape difficile. Tout est fait pour éviter ou écourter le séjour hospitalier et mettre en place un dispositif cohérent et adapté à la situation qui favorisera au maximum le maintien ou le retour à domicile. Alors le retour à domicile d'une personne âgée, en principe, c'est le but idéal d'une hospitalisation. Malheureusement, il arrive dans un pourcentage, je dirais, relativement minime de cas, je dirais à peu près entre 15 et 20% que la personne ne puisse pas rentrer chez elle et puis doive à ce moment aller en institution. Il y a différents critères. Un des critères, c'est d'abord ce que la personne souhaite elle-même. Et puis je dirais que le deuxième critère, c'est un petit peu l'évaluation que fait l'équipe soignante, à savoir quelle est la capacité de la personne à pouvoir encore gérer les actes de la vie quotidienne, se guider seule, et puis avoir ce qu'on appelle et l'autonomie et l'indépendance nécessaires pour pouvoir rester à domicile. Mais je dirais que le fait qu'une personne est peut-être bien entourée à domicile, a une famille très présente, peut être un critère extrêmement favorisant malgré les handicaps qui peuvent survenir. Pour le moment, ça va. Bon, j'ai une aide ménagère, je ne fais plus rien, ni aspirateur, ni rien. Bon, je fais mon lit encore pour le moment, je peux encore faire ma lessive, je fais mon passage. J'aime quand même garder un peu d'autonomie. Puis tout le monde me connaît dans l'immeuble. Il y a bientôt 60 ans que j'habite là, alors. Il y a les nouveaux et puis il y a les anciens. Dans le maintien de la personne âgée à domicile, le rôle de la FSASD dans le canton de Genève est capital. Pour pouvoir assurer ce maintien à domicile, il y a des prérequis, des conditions qui sont l'adaptation de son habitat. Pour cela, nous avons des ergothérapeutes qui interviennent à domicile pour nous assurer que tout est mis en place pour pouvoir assurer ce maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles. Une autre condition, clairement, c'est qu'on puisse mobiliser les énergies autour des personnes âgées. Très souvent, le lien social est brisé, donc il est important que non seulement la FSASD intervienne avec des prestations de soins et d'aide, mais également qu'on s'assure qu'il y a un réseau qui peut aussi assurer un certain nombre de présences et de soutien à la personne âgée. Vous avez bien dormi? Oui, je dors toujours très bien. Ouais, Je me suis réveillée peut-être une fois, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Voilà. D'accord. Vous avez toujours bon appétit? Oui, je mange normalement. Je ne suis pas une grosse mangeuse, je n'ai jamais été. Vous voyez. Je me suis pesée ce matin, je fais 52 kilos et puis c'est tout. Ok. Alors. Bon, je vais vous préparer les médicaments. Oui, et ok. après, je vous prendrai l'attention. Ouais. Sur le terrain, le rôle des équipes est non seulement de prodiguer des soins, mais d'être aussi en alerte, en veille pour détecter une dégradation de situation, une perte d'autonomie, un état de tristesse qui s'installerait. Donc ces éléments qui sont liés effectivement au savoir-faire relationnel et qui ne sont pas simplement des savoir-faire techniques et qui ont toute leur importance puisque très souvent, nos collaborateurs sont les seules personnes que les personnes âgées vont voir de la journée. Donc c'est particulièrement important d'être en alerte. Et ça peut être aussi bien pour une infirmière que pour un livreur de repas, que pour une aide à domicile qui vient aider la personne à s'habiller ou à faire des actes de la vie quotidienne. Si le mécanisme du vieillissement est inéluctable, les tentatives pour ralentir ses effets et repousser certaines limites ne manquent pas. Certaines sont plus sérieuses que d'autres. De nombreuses recherches sont en cours sur l'élaboration de molécules anti-âge efficaces. Leur rôle, à terme, nous aider à mieux vieillir pour vivre mieux. La médecine anti-âge, c'est en même temps un concept très ancien, un rêve de l'humanité, qu'on peut guérir le vieillissement comme une maladie. Et en même temps, c'est une relativement nouvelle branche de la médecine qui a
une certaine mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que très souvent, ce sont des interventions un peu cosmétiques qu'on prétend de ralentir le vieillissement, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais en même temps, il y a maintenant de plus en plus de vrais développements de comprendre comment on peut limiter l'impact des maladies liées à l'âge. Et ça, c'est une vraie médecine scientifique. C'est vrai qu'avec l'âge, les taux de certains hormones sont en train de diminuer dans notre organisme, mais ce n'est pas la cause du vieillissement. Donc, vu que ce n'est pas la cause du vieillissement, de le réaugmenter de façon artificielle ne va pas ralentir le vieillissement. Tout au long de notre vie, nous préparons notre vieillesse. C'est notamment à partir de la mi-vie que nos comportements vont grandement influencer nos pathologies futures. Il y a une période cruciale que l'on ne cible pas assez, et essentiellement les hommes, parce que les femmes ont la chance d'aller voir leur gynécologue souvent pour être suivies, les hommes, il y a une période cruciale, c'est vers les 50, 55 ans, juste à mi-vie. Et à mi-vie, tous les facteurs de risque sont accumulés, et là, on peut intervenir. Et si je vous donne simplement l'exemple de la démence, si vous êtes un homme d'une 50aine d'années, tabagique, votre risque de devenir dément à l'âge de 80 ans ou plus est multiplié par 2. Si vous avez une hypertension artérielle non contrôlée à l'âge de 50 ans, votre risque de devenir dément à l'âge de 80 est multiplié par 2. Si vous avez une hypercholestérolémie à 50 ans, votre risque de devenir dément est augmenté par 2 au plus grand âge. Et si vous avez la malchance d'être hypertendu, hypercholestérolémique et tabagique à l'âge de 50 ans, votre chance de devenir dément à 80 ans est multipliée par 6. Quel est le secret pour bien vieillir? À chacun d'entre nous de trouver son chemin pour se maintenir en forme, dans son corps comme dans sa tête. La santé et l'équilibre, c'est ce qui est le plus important. Tant que je pourrai rester chez moi, pas trop perdu, je le resterai. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est de rester tranquille dans un appartement. Heureusement qu'on a un appartement qui est bien, quoi, qui est vaste. J'aimerais courir. Je ne peux plus courir. Quoiqu'avec ma femme, encore il y a 2 ans, on allait tous les jours faire 5 km dans les bois de Versoix. Et puis tout d'un coup, ça a baissé. Maintenant, les dernières fois qu'on a fait, c'était 2 km. J'ai toujours été, c'est peut-être un défaut, je ne sais pas, mais ma préoccupation, c'est ma toilette. Ah oui. Si je rentre dans la salle de bain, j'en ai pour un moment. Ce karaté tel que je le pratique, il m'amène un équilibre énergétique, soit par rapport au monde extérieur, les agressions, les frustrations, les vicissitudes, disons, de ce qui m'entoure, mais aussi un équilibre à l'intérieur de moi-même, parce que je sais que je peux avoir des conflits intérieurs et il faut que j'arrive à les régler d'une manière que les conflits à question, au lieu de me démolir, de me bloquer, puissent au contraire m'aider à me développer ultérieurement. La dernière minute de ce magazine Pulsation, maintenant, avec ses 3 infos pratiques. Pulsation, vous le savez, est aussi un magazine papier à découvrir dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues que vous retrouvez d'ailleurs et désormais sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, sur les sites d'hébergement, YouTube et Dailymotion, comme sur Internet et sur iPhone et smartphone.